Que Bruno Nabagné-Koné convie la presse nationale et internationale à un déjeuner de presse le jeudi 26 janvier 2023 à 10h au siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, Ciseaux Plateau. Ce rendez-vous d'échanges conviviaux sera l'occasion pour le ministre de la Construction de présenter ses vœux de nouvel an aux acteurs des médias ivoiriens et d'évoquer avec eux l'actualité de son département ministériel. Accès uniquement sur invitation. Infoline 05 05 55 18 32. C'est un ministre de la communication, pas seulement, tout simplement, il connaît le visage. Voilà. Il a dit à l'initiative de nombreuses fois quand il était à la tête du département de la communication, de nombreuses fois qui ont permis aux hommes de médias d'améliorer les conditions de travail et même l'exercice du métier. Le Christian a salué individuellement ses invités. Merci, monsieur le ministre, pour cette marque d'affection. Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Mesdames et Messieurs, je le dis Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur Kwame Alexandre, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Monsieur Batéan, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les patrons des organisations professionnelles des médias, Mesdames et Messieurs les patrons de presse et directeurs de publication, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités du monde des médias, chers confrères et consoeurs de la télévision, de la radio, de la presse écrite, la presse en ligne et naturellement les blogueurs, Mesdames et Messieurs, en vos grade et qualité, tout protocole observé et respecté, merci à vous d'avoir répondu massivement à l'invitation du ministre Bruno Nabagné-Koné à prendre part à ce déjeuner de presse annuel qui se tient ce jeudi 26 janvier 2023 à la CGC, ici au même plateau. Votre présence, je suis un grand intérêt
au secteur de la construction, du logement et de l'urbanisme. Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs, aujourd'hui, en organisant son traditionnel déjeuner de presse, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Koné, qui a une vision évolutive de la gestion de la chose publique, veut d'une part créer encore une fois un cadre d'échange convivial avec les acteurs du monde des médias et d'autre part, étant donné que nous sommes donc en début d'une nouvelle année, présenter naturellement ses vœux de nouvel an aux journalistes et profiter de l'occasion pour faire le bilan des activités et réformes de son département ministériel au cours de l'année écoulée. Pour ce faire, mesdames et messieurs, le ministre Bruno Nabagné-Koné prononcera un propos liminaire suivi d'une présentation donc sur les perspectives, le bilan. Et après le propos du ministre, nous donnerons la parole aux journalistes qui souhaiteraient poser des questions au ministre. Ces questions seront recueillies par rapport aux trois grandes thématiques de notre département ministériel, à savoir la construction, le logement et l'urbanisme, à raison donc de 5 questions par liste d'intervenants. Ensuite, suivra la présentation du consortium des journalistes pour l'habitat et le foncier, un organisme engagé dans la promotion des activités du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Puis, le mot de clôture et la désignation des lauréats du prix Bruno Nabagné-Koné aux journalistes les plus engagés de l'année écoulée. Et enfin, la photo de famille et la distribution des présents à nos invités. Mettons un thème à cette activité naturellement. On a le thème déjeuner et un déjeuner vous sera servi, mesdames et messieurs. Merci donc de ovationner M. le ministre qui va me rejoindre ici. Ce propos liminaire et donc sa présentation. Sur l'ovation, M. le ministre. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames les directeurs généraux, directeurs centraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les responsables représentants de la presse nationale et internationale, je me réjouis de voir certains médias importants de notre pays représentés ici à très haut niveau. Je voudrais remercier les dirigeants et les responsables de ces médias et remercier bien entendu les représentants présents à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, mesdames et messieurs les journalistes professionnels des médias, chers participants, chers internautes, mesdames et messieurs, je me réjouis de l'occasion qui nous réunit aujourd'hui à l'entame de la nouvelle année, l'occasion de nous retrouver pour avoir un temps de partage, un temps d'échange avec vous, hommes et femmes des médias principalement. Comme à l'accoutumée, cette cérémonie d'échange de vœux sera également une cérémonie qui nous donnera l'occasion d'échanger sur nos activités, de lever un point de voile sur les actions clés menées par mon département ministériel et évidemment d'évoquer les perspectives pour la nouvelle année, l'année 2023. C'est toujours une occasion qui pour nous est importante. C'est une occasion qui nous fait plaisir. Cela permet de retrouver des visages que nous ne voyons pas tous les jours.
cela permet de consolider les relations déjà bonnes entre vous et nous, relations que nous souhaitons renforcer compte tenu de besoins que nous avons de communiquer avec nos populations. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais donc, avant tout propos, souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous, bonheur au plan personnel, bonheur au plan professionnel et bonheur au plan familial. Fasse Dieu que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, demeure dans la paix et dans la stabilité et qu'il continue sa marche en avant. Donc, bonne année à tous, bonne année 2023. Je voudrais féliciter très sincèrement les directeurs de publication, les présidents d'organisations professionnelles et l'ensemble de l'équipe de rédaction qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour leur présence ici, bien sûr, mais surtout pour leur abnégation au travail d'information de nos populations. Je salue votre professionnalisme, votre constance dans la défense de l'intérêt de nos populations. Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions relatives à notre secteur d'activité, mais également l'intérêt que vous portez à l'amélioration du service public ainsi qu'à la satisfaction des attentes de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, ce déjeuner de presse traditionnel, je l'ai déjà souligné, a pour but de faire le bilan des actions réformes que nous avons entreprises au cours de l'année 2022 et de vous présenter quelques perspectives pour l'année 2023, ce que je ferai immédiatement à la fin de ce mot introductif. Je n'ai pas arrêté de le dire, notre secteur est complexe. Notre secteur est difficile. Il est complexe parce que le foncier, l'urbanisme, la construction, l'habitat, etc., c'est beaucoup de questions juridiques, c'est beaucoup de questions économiques, c'est beaucoup d'intérêts économiques, devrais-je dire. C'est des secteurs qui sont très techniques, commençant par les aspects cartographie, jusqu'aux aspects géotechniques au niveau de la construction elle-même. C'est un secteur qui rentre beaucoup et de façon importante souvent dans notre histoire. Quand on parle de délimitation des terroirs, bien évidemment, cela ne peut pas se faire si on a des terroirs concernés, des populations concernées. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des questions complexes. Quand on parle de cadastre, en Côte d'Ivoire, le cadastre, même moderne, il remonte au début des années 1900. Donc, il faut, là aussi, pouvoir disposer d'outils qui vous permettent, de façon fiable, de remonter en permanence à la bonne information. Quand on parle de questions de chefferie et autres, on rentre dans des questions de sociologie. Vous voyez, donc c'est vraiment, on peut regarder, et je m'arrête là, mais la liste est longue de tout ce qui rend ce secteur complexe. Et de tout ce qui fait la difficulté de notre relation avec les populations, qui souvent ne comprennent pas. Ne sont pas bien informés, mais bien souvent sont malheureusement aussi trompés par des gens qui comprennent et qui utilisent les biais, justement, qu'il y a dans tout dispositif pour tromper ceux qui ne savent pas. Donc, notre besoin de communication se trouve amplifié pour cela. Nous avons besoin de donner la bonne information en permanence à nos populations, de donner toute l'information en permanence à nos populations, de leur dire quelles sont nos procédures, quelles sont les lois, quels sont leurs devoirs, quelles sont leurs obligations en matière foncière, en matière de construction, etc., etc. Et c'est pour cela que nous avons régulièrement recours à vous et que nous sommes heureux d'avoir ce type d'échange et de rencontre avec vous. Il s'agit de vous aider, de vous demander de nous aider, de vous demander de nous aider à expliquer à nos populations nos réformes, nos textes et procédures
la pertinence des actions que nous menons et ce sera l'occasion d'échanger et de vous dire pourquoi nous pensons que telle ou telle décision est opportune en ce moment. Et je me réjouis, et je viens de l'entendre seulement ce matin, de la mise en place d'un consortium des journalistes pour l'habitat, c'est ça, et le foncier. Je pense que c'est une excellente initiative qui va parfaitement dans le sens de tout ce que je viens de dire et dans le sens de la bonne information de nos populations pour tout ce qui concerne nos activités. Mesdames, Messieurs, conformément à notre feuille de route, mon département ministériel a pour principale mission de mettre en œuvre et de suivre la politique du gouvernement en matière de construction, de logement et d'urbanisme. Afin de traduire la vision gouvernementale en actes, mon ambition, en tant que ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, est d'offrir à nos populations, aux usagers de nos services, des services de qualité, et tout en veillant à ce que nos populations vivent dans un cadre qui soit décent, assaini, mieux structuré et résilient. Une telle ambition ne peut se réaliser sans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions et de réformes initiées depuis quelques années par mon département ministériel. Toutes les actions menées au titre des 3 thématiques de mon département vous seront expliquées dans ce jour, ainsi que leur impact autant sur les usagers de nos services que sur la vie quotidienne de nos populations et sur la marche de notre pays. J'ose espérer que les échanges avec vous permettront davantage au grand public, à travers vos plumes et vos micros, de mieux cerner l'action du ministère dont j'ai la charge. Encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, bonne et excellente année à chacune et à chacun. Voilà, donc la présentation qu'on va vous faire, elle va suivre un canevas très simple. J'ai l'impression que les images vont moins vite que la présentation, alors qu'il est important qu'on aille au même rythme. C'est bon? Donc le plan sera simple, nous parlerons de la politique du ministère, nous ferons un bilan des réalisations de 2022, nous parlerons des perspectives de 2023. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est chargé de la mise en œuvre du suivi de la politique du gouvernement en matière de construction, de logement et d'urbanisme, je l'indiquais tout à l'heure. Conformément au décret portant attribution des membres du gouvernement, nos missions principales portent sur la maîtrise d'ouvrages délégués en matière de construction pour le compte de l'État, la gestion du foncier urbain, la promotion de l'accession à la propriété foncière, la modernisation de l'administration en charge du foncier, de l'habitat et de l'urbanisme, la promotion de l'accession à la promotion immobilière, à la propriété immobilière, pardon. La promotion de l'accession à la propriété immobilière. La politique du ministère, notre vision est celle d'offrir des services de qualité aux usagers de nos services, tout en veillant à ce que les populations, comme je l'indiquais tout à l'heure, vivent dans un cadre de vie, dans un cadre décent, assaini, mieux structuré et résilient. Cette vision s'articule autour de trois points principalement: la maîtrise durable de l'urbanisation, la gestion des activités de construction en veillant au respect des règles du permis de construire et l'accès pour chaque citoyen à un logement décent et surtout à un cadre de vie sécurisé et agréable. La politique du ministère s'articule de ce fait autour de 4 objectifs que nous nous sommes fixés, objectifs globaux qui sont 1. Améliorer la gouvernance du ministère, 2. Assainir le secteur du foncier et maîtriser l'urbanisation, 3. Mettre en œuvre la politique en matière de construction et de maintenance,
et faire appliquer, en quatrième, faire appliquer la politique nationale en matière de logement et de cadre de vie. Pour cela, nous avons mis en place 4 axes d'intervention que je vais rapidement vous présenter avant d'arriver au bilan 2022. Le premier axe, qui est intitulé « Bonne gouvernance », pour nous, il s'agit d'abord, principalement, d'améliorer la communication du ministère. Et je pense que vous avez dû voir depuis quelques années les importants efforts qui ont été fournis par le ministère, par mes collaborateurs et moi-même. D'abord avec vous, hommes de presse, hommes et femmes de presse, mais également directement avec les populations. En 2021 et 2022, si je ne me trompe pas, nous avons sillonné une quarantaine de villes en Côte d'Ivoire. Une quarantaine de villes, justement pour présenter ce qui est mis en œuvre, pour présenter les règles en matière de foncier, en matière d'urbanisme, en matière de construction, etc. Et cette année, nous avons sillonné différentes communes de la ville d'Abidjan, Cocody, Bingerville, Port-Boué, Koumassi, etc. Dans le même objectif, avoir ce rapport de proximité avec les populations et surtout de leur expliquer ce que nous faisons pour que justement ces populations soient plus à l'aise dans toutes les matières qui nous concernent. Accélérer, vulgariser les règles d'application du Code de l'urbanisme du domaine foncier urbain et du Code de la construction de l'habitat, donc à travers les différentes rencontres dont j'ai parlé tout à l'heure. Accélérer le processus de mise en œuvre du projet de simplification et de transformation digitale du ministère. J'en parlerai tout à l'heure parce que pour nous, c'est l'un des chantiers clés de tout ce que nous faisons depuis quelques années à la tête de ce ministère. L'axe 2, c'est le foncier et l'urbanisme. Ici, il s'agit principalement de mettre en place un cadre de coordination de la mise en œuvre des schémas et plans directeurs d'urbanisme. Nous allons en parler tout à l'heure. Renforcer la sécurité et accélérer le processus de délivrance des actes, notamment de l'ACD, de l'approbation de lotissement, etc. Développer et mettre en œuvre une politique de rénovation urbaine et d'adressage. J'y reviendrai également tout à l'heure. L'axe 3, c'est la construction et la maintenance. Poursuivre, ici, il s'agit de poursuivre les grands travaux de construction et de réhabilitation de l'État, recenser, assurer la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, on en reparlera, opérationnaliser le permis de construire en ligne. Et l'axe 4, qui concerne le logement et le cadre de vie, c'est renforcer l'offre de terrains à bâtir accessible à tous, renforcer l'offre de logements décents accessible à tous, faciliter l'accès au logement et redynamiser les actions en matière de copropriété. Nous pourrions là aussi en parler tout à l'heure. Au niveau du bilan des réalisations 2022, ce bilan va se présenter en 3 grandes parties qui épousent nos missions principales, donc foncier, urbanisme, construction et ensuite logement. Au niveau foncier et urbanisme, la première matière, c'est la planification de nos villes. Au niveau de la planification de nos villes, nous pouvons évoquer la révision partielle du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Le Grand Abidjan qui vous est présenté ici. Comme vous pouvez voir, c'est un ensemble qui est très important, qui part de chaque ville jusqu'à Bonois, qui part de la mer jusqu'à l'épée, à Zaguier au nord et à l'épée au nord-est. Donc c'est vraiment un ensemble qui est très important. De bas en haut, on a une 50aine de kilomètres et d'est en ouest, on n'est pas loin d'une centaine de kilomètres. Donc c'est un ensemble urbain très important qui, s'il n'est pas géré à l'avance, s'il n'est pas planifié, peut malheureusement aller dans tous les sens et nous servir un cadre qui soit désagréable, qui soit totalement désorganisé
etc., etc. Donc, c'est vraiment de maîtriser l'occupation de l'espace, c'est de planifier l'occupation de cet espace, c'est éviter d'avoir à courir, comme on a eu à le faire par le passé, après l'installation des populations un peu partout. Et surtout, nous avions besoin d'achever cette étape de révision partielle avant d'aller à l'étape de mise en œuvre des plans d'urbanisme de détail, qui est la slide juste après. Donc, l'élaboration des plans d'urbanisme de détail des 10 unités urbaines du Grand Abidjan. Là, il s'agit d'avoir des documents d'urbanisme permettant à tous les acteurs d'être plus précis dans leur travail de planification, mais également dans leur travail de gestion de cet espace urbain. Donc là, l'unité 6, qui concerne Trècheville, Koumassi, Port-Boué, est achevée. Et nous avons lancé, je crois qu'il y a une semaine, une ou 2 semaines, les études pour les unités 3, 4, 5 et 7. 3 à Bobo-Anyama, 4 Cocody Bergerville, 5 Songo-Yukon et 7 le port autonome d'Abidjan. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, il s'agit vraiment d'avoir une base de planification qui soit plus efficace. C'est cela qui permet d'avoir une ville qui remplit complètement les fonctions attendues d'une ville. Fonctions en matière de production économique, mais également de loisirs, de mobilité, fonctions de logement. Il s'agit de faire en sorte que nos villes soient des endroits où on produit économiquement, mais également des villes qui soient agréables. Donc, il faut ajouter à l'aspect attractivité économique l'aspect qualité de vie en ville. C'est sur cela que nous travaillons. Nous avons finalisé le schéma directeur d'urbanisme de Yamoussoukro, qui intègre désormais le Atiegouakro, parce que c'était une insuffisance du schéma précédent. Évidemment, quelques aspects ont été corrigés, qui permettent donc d'avoir une structuration meilleure de la ville de Yamoussoukro, qui demeure la capitale politique. Et je peux vous assurer, tout à l'heure peut-être que nous en parlerons, que tout est mis en œuvre pour que Yamoussoukro joue pleinement cette fonction. Nous avons également achevé les plans d'urbanisme de détail des villes de Bouaké et de San Pedro, qui sont des villes au plan économique les plus importantes après Abidjan. Et surtout, nous avons engagé depuis quelques semaines l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs de 80 localités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin de cette opération, tous les chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire auront un plan d'urbanisme directeur à jour. Tous les chefs-lieux de département auront également un plan directeur d'urbanisme à jour. Et il y a même quelques sous-préfectures qui sont ajoutées à la liste. Je crois qu'il y en a 5 sous-préfectures qui, en raison de leur potentialité au plan économique et en raison des difficultés qui commencent à poindre au niveau de la gestion foncière, ont été intégrées à cette liste. Mais vous comprenez bien, mesdames et messieurs, l'objectif en faisant ce grand projet d'élaboration des plans d'urbanisme, c'est de faire en sorte que nous nous concentrions sur Abidjan, de faire en sorte que le développement se déplace vers l'intérieur du pays, de faire en sorte que nous ayons des villes secondaires qui soient elles aussi attractives au plan économique, des villes secondaires qui soient elles aussi agréables, que nos villes secondaires ne soient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, un amas d'habitation, un amas, je pourrais même ajouter, déstructuré, complètement déstructuré, d'habitation et de commerce. Donc vraiment, c'est un élément important sur lequel nous allons travailler une fois ces plans établis avec tous les acteurs locaux, en commençant par les maires, les préfets, les cadres de ces régions, etc., etc. Au niveau du cadastrage de l'espace urbain, un décret important a été adopté
qui porte organisation des procédures d'élaboration, d'approbation, d'application des plans de lotissement. Là aussi, j'allais dire, c'est une mesure très importante que nous avons dû prendre pour corriger l'étalement et la non-maîtrise, surtout, qu'il y avait au niveau de l'occupation de l'espace urbain, à commencer par Abidjan. Les lotissements se faisaient par la volonté de quelques lotisseurs, de quelques détenteurs de droits coutumiers, de quelques villageois, souvent même de quelques financiers. Donc, ça avait un objectif uniquement économique et de rentabilité. Et donc, évidemment, c'est des lotissements à perte de vue, qui à un moment donné échappent complètement au planificateur en chef, qui est l'État, qui est le ministère en charge de l'urbanisme. Donc, nous avons mis désormais en place cette obligation d'avoir un accord préalable de lotissement avant même d'entamer la procédure. Et cela nous permet d'éviter que quelqu'un commence un lotissement comme c'est le cas aujourd'hui à Ebra, alors qu'on a 80% de l'espace entre Adjamé-Bergerville et Locaté qui n'est pas encore mis en valeur. Parce que malheureusement, pour l'État, chaque lotissement éloigné, c'est diverses obligations nouvelles. Parce qu'un lotissement éloigné, ben, il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité. Et souvent, les gens s'installent et sont surpris d'habiter dans des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas d'assainissement. Ils commencent à réclamer des écoles, un marché, un centre de santé, etc. Alors que c'est ça qui doit précéder l'installation. C'est l'État qui doit dire, bon voilà, je compte faire ci ou ça à tel endroit, et donc j'autorise à cet endroit-là que des lotissements soient faits, pour que des personnes puissent y habiter. Mais ce n'est pas l'inverse. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est l'inverse. Donc l'État passe son temps à courir après, et souvent à corriger. Parce que s'il ne courait qu'après, j'allais dire pourquoi pas, mais à devoir corriger, parce qu'on n'a pas prévu des voies de circulation adaptées au flux automobile, au trafic qu'il va y avoir. Et puis après, l'État se retrouve à faire de 2x2, 2x3, en forçant sur des emprises, en dédommageant, devant dédommager des personnes installées de bonne foi, etc. Donc c'est tout ça que nous voulons éviter en devançant l'action de lotissement. Un décret a été pris donc, qui détermine la procédure de délivrance de l'ACD, ça c'est important. Et quelque chose qui ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, c'est le titrement massif des parcelles. Par la création massive des titres fonciers sur l'ensemble d'une parcelle dès l'approbation du lotissement. Cela en vue de faciliter, simplifier la délivrance des titres de propriété. Aujourd'hui, un lotissement, ça peut être 500 lots, ça peut être 1000 lots. Mais si vous regardez comment ça se passe aujourd'hui, chacun des 500 acquéreurs ou des 1000 acquéreurs devra individuellement faire la démarche d'immatriculation de son lot. Il devra venir au ministère, faire la démarche vers le cadastre, vers la conservation foncière, et c'est seulement une fois son lot titré que le dossier revient pour signature de l'ACD chez nous. Donc s'il y a 1000 personnes dans le lotissement, chacune des 1000 personnes va faire ça. Alors que c'est nous qui approuvons. Donc c'est nous qui avons la base de données, c'est nous qui avons les limites extérieures du lotissement, c'est nous qui avons le détail des lots, des voies de circulation, des équipements publics prévus dans le lotissement, etc. Donc, il n'y a pas mieux placé que nous pour demander le titrement ou l'immatriculation des lots qui sont dans le lotissement. Donc, ça fait que les 1000 lots, par exemple, d'un lotissement, peuvent, en une fois, pratiquement, être immatriculés, au lieu que chacune des personnes ayant acquis ces locaux ait besoin de faire la démarche vers nous ou vers les services de la conservation foncière ou du cadastre. Ça veut dire même le cadastre, au niveau du cadastre pour le bornage contradictoire, c'est même un déplacement
sur le terrain avec le propriétaire du lot ou avec son représentant. Donc, vous voyez le temps que cela prend et l'effort que cela demande à tout le monde. Pour chaque lot. Pour chaque lot. Vous vous déplacez avec une équipe de cadastre pour aller faire le bornage contradictoire. Bon. Donc, aujourd'hui, ça va être réel. C'est l'une des choses qui nous permet de raccourcir très fortement les délais, de réduire les difficultés pour les acquéreurs, et ainsi de suite. Il y a le projet de délimitation des territoires des villages dans le Grand Abidjan. Ici, il s'agit principalement de réduire tous les risques de litige. Parce que quelqu'un dit que son territoire va jusqu'à tel endroit, l'autre dit que son territoire va jusqu'à tel endroit, et puis il y a une intersection. Et sur l'intersection, chacun émet des attestations villageoises. Donc, ça veut dire que chacun ment. Donc, nécessairement, vous allez vous retrouver avec des litiges. Vous allez vous retrouver avec au moins 2 personnes détenant des documents de propriété. Bon, heureusement, chez nous, ça ne prospère pas, mais ce sont des litiges. Et quand ça ne prospère pas chez l'un des acquéreurs, le fautif pour lui, c'est le ministère de la Construction. Même si, en l'occurrence, ici, ce n'est pas le ministère de la Construction. C'est une tâche qui relève de l'administration territoriale, mais nous avons pris le devant là-dessus, nous avons fait en sorte qu'une communication soit faite, que des fonds soient mis à disposition, et nous travaillons avec l'administration des territoires pour délimiter définitivement, clairement, de façon fiable, les 189 villages qui ont été répertoriés dans le Grand Abidjan. Aujourd'hui, je crois que nous sommes qui sont cartographiés, délimités, etc. Et nous poursuivons, mais une fois que nous aurons terminé ça, je pense que cela va être une grande aide pour l'ensemble de nos populations. Il s'agit ici, en réalité, de mettre en adéquation les pouvoirs des chefs et des détenteurs de droits coutumiers avec un espace géographique. Parce qu'aujourd'hui, le chef, il est nommé. On lui dit, vous êtes, je vais éviter d'utiliser des noms de villes pour ne pas, ou de villages pour ne pas créer des problèmes avec tel ou tel, mais on dit, vous êtes chef de temps. Mais il ne sait même pas jusqu'à où, précisément, son territoire va. Ou quelqu'un se lève et dit, bon, moi, mon père avait sa plantation qui allait jusqu'à tel endroit. Est-ce que c'est en propriété? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il louait des terres qui appartenaient au village à côté que son ami de l'époque a bien voulu lui céder parce qu'il ne les utilisait pas? Est-ce que ces terres-là font partie de son territoire ou de votre... Vous voyez, c'est des questions qui paraissent simples comme ça, mais qui sont la cause des nombreux problèmes qu'on a dans le secteur et qu'on a, nous, administration en charge du foncier, l'obligation de régler définitivement. Donc, sur ces questions, nous avançons, je peux vous rassurer. En matière d'accélération de sécurisation de la procédure de délivrance de l'ACD, quelques dispositifs ont été mis en place, là aussi, pour sécuriser les différents maillons. La sermentation des agents chargés de la gestion des domaines fonciers, ça aussi, c'est important, même si un serment reste un serment, parce qu'après, c'est entre celui qui est prêt de serment et sa propre conscience. Mais le fait de les amener à faire ce serment, je pense, peut permettre à certains de réduire un peu certaines choses qui étaient faites, sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, vous comprenez. Donc, l'insertion des commissaires de justice pour la transcription des données dans le guide. Avant, c'était les villageois ou c'était le ministère. Vous savez qu'on a 2 guides qui fonctionnent en miroir entre nous et les communautés villageoises. Et désormais, c'est un commissaire de justice qui transcrit les inscriptions de l'un à l'autre. Bon, je vais dire, si on ne peut pas faire confiance à cela, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un d'autre. Commissaire de justice et ce qu'on appelait avant huissier,
Et je crois que même les commissaires priseurs sont également commissaires de justice. Donc, c'est des personnes qui connaissent le droit, c'est des personnes qui sont assermentées, et c'est des personnes qui ont toute la capacité pour être des intermédiaires fiables entre l'administration et les communautés villageoises. La délivrance des ACD sur papier sécurisé afin d'en garantir l'authenticité grâce à différents niveaux et éléments de sécurisation inclus. C'est vrai que là, je n'ai pas un exemplaire, mais je pense qu'aujourd'hui, le risque d'avoir un faux ACD en guillemets entre les mains est nul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, j'allais dire, tout le monde ici, dès le document en main, pourra vous dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Le papier sur lequel l'ACD vous est délivré, c'est un papier qui comporte une quinzaine d'éléments de sécurisation. Donc, il faut vraiment que la personne ait une très bonne organisation pour arriver à contourner les mises par l'administration. Donc, aujourd'hui, il ne passe plus par là. Il passe par d'autres voies que nous connaissons, qui peuvent tromper la religion de celui qui signe à la fin. Mais, j'allais dire, progressivement, nous gérons également tout cela pour arriver à la fin à quelque chose qui va être totalement fiable. C'est-à-dire que le risque, quand on vous a délivré un ACD qui soit faux, sera de zéro. Comme comme je l'indiquais, aujourd'hui le papier n'est plus un risque, ça c'est sûr. Au niveau des procédures, peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure, je pourrais vous dire toutes les étapes sur lesquelles je pense qu'aujourd'hui le risque est proche de zéro, et celles sur lesquelles nous continuons de travailler. L'enregistrement obligatoire de l'ACD au livre foncier par les services de la conservation foncière, avant même sa délivrance aux demandeurs, donc ça c'est une procédure également qui apporte à la sécurité. Et au niveau du ministère, nous avons une organisation qui s'est adaptée avec une séparation des tâches entre le service chargé du contrôle de la production des actes, qui veille au contrôle de la crédibilité des actes, à la régularité de tout acte soumis à la signature du ministre, et le service qui est lui en charge de la simplification de la sécurisation des actes, qui est chargé de simplifier les démarches et procédures administratives et de mettre en œuvre ce qui s'appelle le SIGFU, le système intégré de gestion du foncier urbain. Des fois, les gens pensent que c'est quand le ministre a signé un acte qu'il a de la valeur. Non, c'est la procédure qui a précédé la signature qui donne de la valeur à l'acte qui est signé. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur cette procédure-là, et nous mettons l'accent en particulier sur ce service chargé du contrôle de la production des actes. L'idée, c'est vraiment ici de nous assurer que l'acte qui est porté à la signature du ministre a bien suivi toutes les étapes. Et moi-même, de façon aléatoire, je sors des actes et puis je pose des questions où je demande qu'on m'apporte les éléments qui soutiennent tel ou tel point prévu à l'acte. Et Dieu merci, jusqu'à présent, je n'ai pas noté le moindre dysfonctionnement entre les services et nous. Donc, ça veut dire que les choses se passent bien. Donc, ça, c'est vraiment important de le dire et de le mentionner. Ce qui est important, c'est la procédure. Ce qui est important, c'est le respect des textes réglementaires, c'est le respect de la loi, en particulier la loi sur le domaine foncier urbain. Et c'est cela qui sécurise nos opérations quand il y a procès, et notamment quand le Conseil d'État est saisi. Parce que le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il vérifie? Et ce qu'il vérifie, c'est est-ce que l'acte qui a été pris est conforme? L'acte administratif qui a été pris, est-ce qu'il est conforme à l'état du droit en ce moment-là? Donc, on a un code du domaine foncier urbain. Est-ce que les dispositions de ce code ont effectivement été respectées? Est-ce que l'attestation villageoise qui est fournie est bien signée par la personne qui est habilitée à le faire? Est-ce que c'est bien sur le territoire, effectivement, de cette personne, sur le territoire, que cette personne la contrôle? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois qu'il répond oui à toutes ces questions,
la conclusion du Conseil d'État, à la fin, ce sera de dire qu'il n'y a pas lieu de débouter celui qui a en main, parce que tout a été conforme. Et notre ambition, c'est cela, faire en sorte que toutes les demandes devant le Conseil d'État, que nous ne pouvons pas éviter, puisque un citoyen est libre d'aller devant les juridictions, mais que le jugement qui est rendu par le Conseil d'État soit conforme à la décision administrative que nous avons prise. Et ça, c'est vraiment la consigne, l'instruction qui est régulièrement donnée à mes collaborateurs, éviter qu'il y ait le moindre biais à ce niveau-là. Quelqu'un peut aller en justice s'il veut, mais qu'à la fin, la décision judiciaire soit la même que la décision administrative ou que la décision judiciaire confirme la décision administrative qui a été prise par nous. Au niveau institutionnel, un comité interministériel de régulation des activités de la chaîne foncière a été mis en place. Sa mission principale est d'être un cadre de concertation et de travail des différents acteurs, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a la conservation foncière, je le disais tout à l'heure, il y a le cadastre, le ministère du budget, il y a le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, à travers la désignation, à travers la nomination des chefs, mais également à travers les préfets, puisque les préfets, aujourd'hui, agissent par délégation du ministre à l'intérieur du pays. Donc, ce comité interministériel est mis en place donc, avec pour objectif de travailler à la célérité, à la fluidité dans le traitement des dossiers et à la sécurisation des actes qui sont émis. Un certain nombre de textes législatifs réglementaires ont été pris, bon, sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Ils sont là. On peut peut-être citer la loi instituant code de l'urbanisme et du foncier, citer le décret qui détermine la procédure de déchéance des droits sur les parcelles des terrains non mises en valeur, dans certaines conditions. Pour le reste, je vais passer là-dessus, mais tous ces textes sont à votre disposition. On pourra vous les remettre. Et nous arrivons donc au résultat des réformes qui ont été menées au niveau de l'ACD, donc en page 27. L'objectif de ces réformes, c'était de délivrer des actes du foncier. Des missions de terrain ont été organisées sur partout, j'allais dire, sur le territoire national, en vue de réduire le stock des dossiers en cours d'instruction et accélérer les délais de délivrance des actes administratifs. Je pense qu'il y a quelques corrections à faire dans le texte qui est là. Et cela nous a permis de passer d'une moyenne de 4500 ACD entre 2013 et 2018, de 4500 ACD, de passer aujourd'hui à 12 200 ACD signés, par exemple, en 2022. Après le pic que nous avons connu en 2020, le pic après la première opération de tiroir vide, où il a fallu faire beaucoup de rattrapage en 2020. Donc, nous avons eu 17 000 ACD en 2020, 11 100 en 2021 et 12 200 ACD en 2022. Il est important de savoir que 63% des ACD signés à Abidjan depuis le début de la réforme, donc depuis 2013, l'ont été entre 2019 et 2022. Donc, sur les 3 dernières années, plus de 60%, 63% exactement des ACD signés depuis la réforme 2010. On peut voir ici le tableau qui montre donc le nombre d'ACD cumulés qui croît d'année en année. Et puisque nous sommes passés, on peut le voir là, par exemple, en 2019, nous étions à 16 000 ACD en total. Nous sommes aujourd'hui à 31 000 ACD en total. Donc, c'est quand même une progression et je n'ai pas mis les années avant où nous étions beaucoup plus faibles. Moins de 10 000 ACD. Nous avons grosso modo multiplié par 3 le rythme de délivrance des ACD sur les 4 dernières années. Nous arrivons au SICFU parce que le SICFU va permettre de réduire davantage les délais.
les objectifs du CICFU, c'est accélérer le processus de délivrance des actes, sécuriser le foncier urbain, améliorer l'environnement des affaires. Et les enjeux du système, ils sont présentés, ce camembert. On peut y voir des choses qui concernent directement chacune de nos usagers. C'est simplifier la procédure, par exemple, c'est accroître le nombre d'ACD délivrés, c'est réduire les délais, c'est réduire les litiges. Rien qu'en faisant ça, je pense que nous pourrons dire que la mission a été accomplie. Donc le phasage, il est présenté ici. Dans la première phase, c'est Abidjan. Donc là, nous sommes en ce moment dans cette première phase qui se déroule normalement. Et après Abidjan, l'objectif, c'est d'étendre donc le CICFU à l'ensemble du territoire national, donc, en commençant bien évidemment par les grandes villes. Les livrables à fin décembre 2022, c'est le nouveau référentiel géodésique national qui a été mis en place. C'est une nouvelle application de gestion de la base de données du foncier de l'habitat qui est en production depuis avril 2022. Et c'est une nouvelle application de réception, traitement, suivi des demandes d'actes qui est en cours de développement, je pense même qu'elle est en phase d'essai. En phase d'essai, n'est-ce pas, M. Mbou? En production. Donc, elle est entrée en production et qui permettra aux demandeurs, par exemple, de suivre pas à pas l'évolution de sa demande et d'être informé en temps réel, je dirais, du traitement de son dossier. 52 000 dossiers d'ACD ont déjà été numérisés, 420 000 parcelles sont vectorisées à partir des plans de lotissement. 55% du Grand Abidjan a été couvert par les prises de vue aériennes et une cartographie numérique 3D établie sur 2100 km². 2100 km² sur les, si j'ai bonne mémoire, les 3500, n'est-ce pas, de la ville d'Abidjan. À peu près 3500 km². Donc, pour ce qui est du traitement massif, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas insister. Et ça permet d'éviter donc les efforts, beaucoup des efforts qui sont fournis aujourd'hui par les usagers de nos services. Une phase pilote est lancée, donc sur 42 hectares à Songon. Après cette phase pilote, nous pensons être en mesure d'étendre assez rapidement ce système. Le CICFU, comme vous pouvez voir, a été lancé donc, en présence de M. le Premier ministre. Tout se passe bien. Nous pouvons passer à un autre projet qui a beaucoup d'intérêt à mes yeux, parce que c'est un projet de transformation de la ville d'Abidjan, c'est le projet d'adressage. Le projet d'adressage qui, cette fois, est un projet complet. Jusqu'à présent, toutes les opérations d'adressage qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'était des adressages qui concernaient la voirie. Que ce soit les opérations avant l'indépendance, que ce soit les opérations des années 90, en particulier 95, c'était des opérations qui ne concernaient que la voirie. Pour la première fois, nous sommes allés au-delà de la voirie jusqu'aux unités d'occupation qui sont désormais numérotées. Qui sont numérotées de façon à ce que quelqu'un puisse dire « je suis au 20 avenue Philippe Yassé », par exemple. 20 avenue Philippe Yassé, ce sera très précis et ce sera la seule adresse portant cette dénomination et ce numéro dans la ville d'Abidjan. Donc évidemment, tout cela mis dans les GPS, dans les systèmes d'orientation, ça permettra de se déplacer beaucoup plus facilement, d'aller d'un endroit à l'autre de la ville d'Abidjan, avec ce système qui est en train d'être mis en place. Donc ce projet va contribuer à moderniser la gestion du fonctionnement des services urbains, les réseaux, les pompiers, le transport urbain, la distribution, la poste même, le commerce, à travers le e-commerce, l'identification et mobilisation des ressources
locale, fiscalité locale, cadastre, conservation foncière, sécurité, justice, etc., va faciliter la circulation des biens des personnes et va faciliter également la planification, la gestion urbaine et le développement local. Puisque désormais, nous saurons précisément où se trouve quelqu'un, où se trouve, je vais dire qui. Et ça va même devenir, nous le pensons, un élément de preuve de la citoyenneté, un élément de preuve qu'on réside quelque part. Puisqu'aujourd'hui, on peut dire j'habite à Bobo derrière Rail, point final. Ou à Bobo à Keikwa, bon. J'allais dire c'est vague. Mais demain, vous allez dire je suis à Bobo, à Keikwa, rue temps, numéro 4. Vérifiable. Donc, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans beaucoup de domaines que l'État gère aujourd'hui. La centrale d'adressage a été mise en place, donc elle est au sein du BNET. Nous avons voulu un organe dont la pérennité, j'allais dire, est assurée. En Côte d'Ivoire, nous avons pensé que le BNET était un endroit sûr, quels que soient les ministères ou quels que soient les ministres qui vont passer. Au moins, la base de données, là-bas, elle pourrait être conservée, préservée. Sans oublier que c'est le BNET qui avait conduit l'une des opérations précédentes, en particulier celle de 1995. Nous avons mis en place la Commission nationale de toponymie, et là, nous avons vraiment fait en sorte que les outputs fournis par cette commission-là ne soient plus contestables comme ça a été le cas par le passé. Si vous dites au seul maire de dénommer les rues, vous allez voir que dans certains cas, ça part en vrille. Et je peux vous assurer que des tentatives ont été faites à certains endroits et ça n'a pas marché. Chacun voulant mettre tel parent, tel grand-oncle, tel grand-père, etc. Bon, c'est très compliqué. Là, nous avons pris un organisme indépendant de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est le CIRES, qui en son sein a une cellule qui s'appelle la CAPEC, chargée de ce genre de choses. Et nous leur avons dit, proposez-nous, à peu près, puisque nous avons besoin de 12 500 noms, proposez-nous 12 000 dénominations de voies. Et par quartier, ces propositions, nous les avons transmises à chacune des communes en leur disant, voilà, il n'y a que ici que vous pouvez choisir les noms des rues, de vos rues. Et en faisant la même chose pour ce qu'on appelle les voies structurantes, les voies du district. Donc, la liste a été transmise au district et c'est dans cette liste que le district a pioché tous les noms donc qui vont dans quelques semaines, j'espère, commencer à être attribués à nos voies de circulation. Puisque nous avons achevé toute la partie sud. Nous avons terminé Port-Boué, Koumassi, Marcory, Trècheville. Nous avons même terminé le plateau Agamé et Atekoubé-Est. Et nous sommes en ce moment à Korodi. Donc, nous sommes en train de faire adopter par le gouvernement, parce que c'est la dernière étape dans la procédure par le gouvernement, les toponymes retenus pour toutes les communes que je viens de citer. Et une fois que ça c'est fait, puisque le pochage est déjà fait, le pochage c'est le numéro qui est mis au-dessus de votre lot d'occupation. Le pochage étant déjà fait, une fois que le nom de la rue est connu, vous pourrez commencer à communiquer avec votre nouvelle adresse. C'est pour cela qu'hier même, nous avons eu cette cérémonie avec un certain nombre d'acteurs, mais la cérémonie, c'était pour signer une convention de partage des données d'adresse, et faire en sorte que les adresses, donc désormais, qui vont être celles qui sortiront de cette opération, soit utilisées au niveau des impôts, soit utilisées au niveau du cadastre, soit utilisées au niveau de la conservation foncière, soit utilisées au niveau de l'INS, soit utilisées au niveau de l'ONECI demain, de la CIE, de la SODECI, etc., etc. Donc, la première signature a eu lieu hier de partage donc, de ces données-là. Et puisqu'il fallait les numéros il fallait le nom
des rues avant d'entamer la phase de production des plaques. Nous pensons dans 6 mois, au plus tard, avoir les plaques, voilà, qui vont être apposées un peu partout dans la ville d'Abidjan. Mais comme je dis, avant même les plaques, les riverains pourront déjà commencer à utiliser l'adresse qui est la leur. Ici, on a quelques images donc, de la cérémonie de lancement du projet avec le Premier ministre en décembre 2022, si j'ai bonne mémoire. Il y a le projet de restructuration, de rénovation urbaine. Bon, ça, j'en parlerai tout à l'heure s'il y a des questions pour gagner un peu de temps. Ici, il s'agit principalement de travailler à restructurer certains de nos quartiers précaires. Pas tous, parce que tous ne pourront jamais être restructurés. Certains quartiers sont dans des endroits dangereux, sont dans des zones inondables. Donc ceux-là, évidemment, ne peuvent pas être maintenus là. Donc ceux-là, un jour ou l'autre, et je préfère le dire haut et fort, ils seront tout simplement démantelés, détruits. Certains quartiers sont mis à des endroits où ils ne respectent pas les plans de une voie de circulation qui va passer là, mais les quartiers sont établis là. Donc, si on a besoin demain de la voie de circulation, mais ces quartiers, malheureusement, ils vont être rasés. Certains quartiers sont sur des lots privés. Certains quartiers précaires, j'entends, sont sur des lots privés. Mais comme le privé en question, jusqu'à présent, ne démarre pas, le jour où il en a besoin, évidemment, il va détruire. Certains quartiers sont sur des emprises réservées pour des équipements publics, pour des marchés, des écoles, des lieux de sport. Bon. Donc tout cela, on va être obligé malheureusement de dégager. Et les quartiers pour lesquels nous pensons qu'il est possible de les rendre, de les restructurer et de les rendre viables, des études sont faites. Des études sont faites, en l'occurrence ici, c'est quand même des études financées par l'AFD, donc par des partenaires qui, eux aussi, ont un regard sur l'objectivité et la qualité des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Donc, nous y travaillons, mais pour le moment, je préfère ne pas trop insister sur l'aspect restructuration parce que certains prennent cela pour s'incruster et voire même coloniser de nouveaux espaces de quartiers précaires en se disant de toute façon, le gouvernement va régulariser. Non, ce ne sera pas cela. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Et les quartiers dont on parle ici, c'est des quartiers anciens. Donc, il ne s'agit pas de quartiers nouveaux, des quartiers qui sont en train de s'établir depuis 2 ans, depuis 3 ans. Non, ce n'est pas ça. Qu'on s'entende bien. Pour ne pas que demain, on vienne nous faire des réclamations. Oui, mais tel a été régularisé, tel a été restructuré. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas? Je préfère être clair là-dessus. Tous les quartiers précaires, à terme, devront disparaître dans la ville d'Abidjan. C'est ça l'objectif que nous nous assignons. Mais en face d'un tel objectif, il faut une production de logements suffisante, en particulier de logements sociaux. Et je vais y revenir tout à l'heure, puisque c'est le dernier pan de ma présentation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas, j'allais dire, plus dur dans le démantèlement des quartiers précaires, parce que cela se fera à un moment ou à un autre, mais de façon concomitante avec la production plus intensive de logements. Dans les réformes donc, et les résultats 2022, en matière de construction, en matière de contrôle des constructions et de sécurisation du cadre bâti, il y a lieu de rappeler donc, la loi portant code de la construction de l'habitat, qui est aujourd'hui le document central de la gestion de ce domaine. Et il y a d'autres textes, je vais peut-être rappeler la loi relative à la profession d'architecte, qui encadre tous les aspects liés à cette profession et surtout rend obligatoire l'intervention de l'architecte pour toute construction en milieu urbain. Donc là, ce n'est pas une phrase que je prononce, c'est un article de la loi portant code de la construction et de l'urbanisme que je lis. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est obligatoire
Et si cela n'est pas fait, parce que toute loi fonctionne comme ça, il y a des peines qui viennent. Bon, donc aujourd'hui, nous préférons continuer encore dans la sensibilisation. Toute construction en milieu urbain doit faire appel à un architecte. C'est important pour la sécurité de ceux qui vont construire, c'est important pour la sécurité de ceux demain qui vont habiter ou fréquenter ce bâtiment. C'est important pour le respect des règles d'urbanisme, parce que c'est tout cela qui fait qu'on a un cadre de vie qui soit plus agréable. Et c'est important, j'allais dire même pour celui qui construit, pour le maître d'ouvrage. Parce que un bâtiment construit par un architecte, il a une qualité qui est supérieure. C'est indéniable. Sur tous les plans. Pour le même montant, vous donnez à un architecte et vous le faites vous-même, vous pouvez très rapidement faire la différence après, au niveau du rendu, entre le bâtiment de l'architecte et le bâtiment qui a été construit par vous. Donc, ne serait-ce que pour ça, nous insistons sur le fait que c'est désormais une obligation en milieu urbain. J'ajoute que l'intervention ici également est obligatoire d'un ingénieur conseil ou d'un bureau d'études de contrôle pour toutes les constructions au-delà de R+2. Au-delà de R+2, intervention obligatoire d'un ingénieur conseil, d'un bureau d'études ou d'un bureau de contrôle. Tout cela pour assurer la sécurité de nos bâtiments, parce que nous sommes toujours tristes devant ces spectacles désolants d'immeubles qui s'effondrent, tout simplement parce que le minimum de mesures n'a pas été mis en œuvre. On dit de faire appel à des professionnels, vous faites appel à des tâcherons, et le jour où il y a quelque chose, vous êtes surpris. Vous êtes surpris et malheureusement, toute la population, au lieu de regarder le fautif, qui est celui qui a construit, mais regarde l'État et regarde le gouvernement, regarde le ministère de la Construction, qui, dans presque 100% des cas que nous avons jusqu'à maintenant, n'est pas concerné. A peut-être une responsabilité morale, mais ce n'est pas celui qui a construit, ce n'est pas celui qui a autorisé même la construction, parce que c'est sans permis de construire que ces constructions-là se réalisent bien souvent. Et même quand il y a un permis de construire, ben, il faut faire appel à des gens qui soient techniquement outillés. Il ne faut pas faire appel à des tâcherons. Il y a des gens qui savent construire des maisons plein pied, rez-de-chaussée. Il y a des gens qui savent construire jusqu'à R+1, R+2. Au-delà, souvent, ils ne savent plus. Et c'est là qu'il faut faire appel à d'autres types de qualifications. Donc, si on ne comprend pas cela, on dit quelqu'un, il a fait R+2 pour mon oncle, donc je lui donne R+5, il saura faire. Mais c'est vraiment deux techniques de construction totalement différentes. Totalement différentes. Dans la deuxième, le minimum, c'est les études de sol. Et les études de sol, ce n'est pas n'importe qui. Même en Côte d'Ivoire, il faut chercher des spécialistes. Mais nous en avons au guichet du permis de construire. Donc, ils sont capables de faire ces analyses voilà, et de vous encourager, de vous conforter dans votre projet de construction. Mais les gens se lèvent et construisent. Et quand il y a quelque chose, ben voilà, tout le monde regarde le ministère. C'est pour ça que désormais, nous sommes plus sévères qu'avant. Nous démolissons. Nous démolissons et nous traduisons en justice tous ceux qui ont bâti dans ces conditions-là. C'est votre responsabilité. C'est comme si vous prenez votre voiture, vous avez fait une infraction au code de la route, vous cognez quelqu'un, il est mort. Comment vous faites? Mais c'est vous. Même s'il y a une assurance. Bon, admettons qu'il y ait une assurance. L'assurance peut-être c'est vous. C'est vous, c'est votre responsabilité qui est engagée en ce moment-là. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais nous sommes là aussi amenés à expliquer cela, parce que nous serons de plus en plus durs sur ces questions. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres qui vous permettront de voir. Une cellule de contrôle de construction a été mise en place qui s'appelle la plateforme collaborative de contrôle de construction, qui inclut le ministère, le district, les communes du district d'Abidjan, le ministère de l'assainissement, enfin un certain nombre d'acteurs, pour éviter justement les contrôles intempestifs sur les chantiers. Donc là, c'est la cellule qui vient en une fois
tous les contrôles qui doivent être faits sont faits. Et quand il se retire, ou le chantier est arrêté, ou le chantier se poursuit, mais il n'y a pas quelqu'un qui passe aujourd'hui, un autre demain, un autre dans une semaine, etc. Parce qu'on a estimé que tout cela faisait malheureusement beaucoup de tracas à nos populations. Il y aura plus tard ce qui s'appelle le contrôle de conformité de construction, mais je ne vais pas insister aujourd'hui là-dessus. Ici, dans ce chapitre, je pense qu'il est important d'insister sur un délai parce qu'il nous revient régulièrement que les délais sont trop longs de délivrance du permis de construire. Voilà, ce délai aujourd'hui, il est de 21 jours. Un projet de construction, c'est souvent plusieurs années. Donc, personne ne peut nous dire que ces 21 jours-là, c'est parce que c'est trop long que lui, voilà, il est passé outre, il allait commencer à construire. Personne ne peut nous dire ça, en étant sérieux. Donc, le dossier est complet, c'est 21 jours. Hein, le directeur du guichet unique du permis de construire est là, et nous tenons à ce que cette obligation-là soit, ou cet engagement-là soit tenu par ces services. Et les prochaines étapes à ce niveau, c'est important de le relever, c'est rendre obligatoire l'assurance chantier, comme pour les véhicules, parce que quand vous faites un chantier, vous mettez en danger la vie des gens. Il y a des ouvriers qui sont blessés, il y a des dalles qui tombent sur des ouvriers pendant qu'ils sont au travail. Et puis plus tard, il y a des gens qui vont loger dans le bâtiment, il n'y a aucune assurance. Et le jour où il y a un pépin, on fait comment? On fait comment? Même quand il n'y a pas mort d'homme. Si vous vous souvenez de Bonoumé, c'est des balcons qui sont détachés, qui sont venus écraser 5 ou 6 véhicules en bas. C'est-à-dire, même si le propriétaire a de l'argent, il faut déjà dédommager le propriétaire des véhicules qui étaient garés là. Il n'a pas d'assurance, il fait comment? Il n'a pas d'assurance, il fait comment? Voilà. Donc, ça va être une obligation. On va encore crier, mais c'est pour nos populations. C'est dans l'intérêt de nos populations. Et nous pensons que ce genre de choses-là fait que les maîtres d'ouvrage sont plus consciencieux, sont plus sérieux. Quand ils savent que leur responsabilité peut être engagée ou qu'ils savent que leur action peut les amener demain à dépenser plus d'argent, ils sont plus sérieux. Et évidemment, la mise en place d'une plateforme numérique permettant l'instruction du dossier du permis de construire. Je sais que le guichet y travaille. Et assez rapidement, je pense qu'on pourrait en reparler. La plateforme collaborative, j'en ai parlé, je ne vais pas insister. Le renforcement des contrôles dans le Grand Abidjan, depuis 2022, je peux vous dire qu'on a eu plus de capacités de contrôle. Avant, on avait beaucoup plus de mal. Et vous pouvez le voir d'ailleurs à travers ce graphique. Nous étions à 2726 contrôles en 2020. Nous en avons fait 9860 et nous avons fait 14 190 en 2022. Donc, nous pouvons dire que nous montons vraiment en puissance au niveau du contrôle, puisque nos populations, malheureusement, n'entendent que ça. Et comme vous le savez, on dit que la vie en société est régie par deux modes, où c'est la foi ou c'est la loi. Bon, la foi, si nous tous on est de bonne foi, il n'y a pas besoin de contrôle. Si nous tous on est de bonne foi, que chacun fait les choses normalement, telles que prescrites par Dieu et par la loi, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle à avoir. Mais quand la foi ne suffit pas, c'est là que la loi arrive. Bon, et la loi est souvent plus dure. Bon, donc c'est pour cela que désormais, nous mettons en avant la loi, en continuant de professer pour que demain la foi prenne le dessus. Donc, en 2022, 141 programmes immobiliers ont été contrôlés, 122 se sont avérés non autorisés. Et c'est la première fois que nous faisions un tel contrôle, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de plaintes venaient de personnes qui étaient dans des programmes immobiliers, qui avaient payé de l'argent, qui attendaient leur bâtiment. Donc, et puis après, où le gestionnaire de ce programme a disparu, où les travaux sont arrêtés, où on leur dit du jour au lendemain, bon, avant c'était 12 millions, maintenant c'est 20 millions. Bon, donc, on a décidé nous-mêmes, là aussi, de mettre de l'ordre.
On a besoin, certes, de logements, mais on ne peut pas laisser prospérer le désordre. Donc là aussi, on a décidé de mettre de l'ordre, et vous voyez, sur 141 programmes qui ont été contrôlés, 122 n'étaient pas autorisés. Donc on a amené ces personnes-là à entrer dans une procédure de régularisation de leur situation. Parce que c'est ça qui va protéger les acquéreurs de ces programmes-là demain. Au moins qu'on puisse dire, telle personne, effectivement, ou tel programme, voilà, on sait qui est le... Mais aujourd'hui, malheureusement, on se plaint, et souvent nous-mêmes ne savons même pas que le programme existait. Malheureusement. Il y a des programmes pour lesquels il y avait même des publicités à la télé. Et quand il y a eu les premiers incidents, on a commencé à regarder chez nous, ce n'était pas des programmes agréés. Et je ne vais pas en citer, mais vous les connaissez. Peut-être que vous-même vous poserez des questions là-dessus. Donc, dans le Grand Abidjan, nous renforçons le contrôle sur les constructions neuves, mais également sur les bâtiments déjà en exploitation. Alors que ce n'est plus la responsabilité du ministère. Un bâtiment, dès lors qu'il est en exploitation, bascule dans le champ de la mairie ou de l'administration préfectorale. Mais chaque fois qu'il y a un incident, nous voyons les grands yeux tournés vers nous. Donc là aussi, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous effectuons le contrôle dans toute la ville d'Abidjan. Nous avons détecté 79 bâtiments qui présentent des risques d'instabilité. Et comme je l'ai mentionné là, nous avons, pour l'ensemble de ces bâtiments, écrit aux maires territorialement compétents afin de les inviter à faire évacuer et enjoindre le propriétaire de faire réaliser. Tout simplement parce que la loi dit que c'est les maires et l'administration préfectorale. Donc même quand nous voyons, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit, puisque je suis respectueux de nos textes. Bon, donc j'écris au maire en lui disant, voilà, nous avons détecté tel bâtiment qui est dans votre commune, nous vous prions de bien vouloir le faire évacuer immédiatement ou de prendre des mesures de sécurisation des alentours, etc. Bon. Donc, c'est un moment difficile, une tâche qui est très difficile, que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres bâtiments, sans doute, dans la ville d'Abidjan qui présentent ce type de risque. Nous avons déjà réussi à évacuer 8 de ces bâtiments, mais vous-même, vous avez pu voir souvent à la télé des reportages qui sont passés où les populations sont bien conscientes du danger, mais ne veulent pas partir. Ou disent qu'elles ne savent pas où aller, ou disent qu'elles n'ont pas de moyens pour aller ailleurs. Je ne sais, enfin bon, peut-être que nous n'avons pas le même mode de pensée, mais il est difficile de comprendre qu'on mette au-dessus de sa vie à soi, de son intégrité à soi, des contraintes comme celle-là. C'est difficile à comprendre. Que quelqu'un dise « Ah non, je ne sais pas où aller », voilà. Et en étant parfaitement consciente du danger qu'il y a. Non, on voit les fissures, mais bon, comme on n'a pas les moyens, on est là. Et c'est malheureusement encouragé par certains propriétaires. L'un des effondrements qu'on a eu, celui de Angré, 8e planche, ce bâtiment appartenait à une dame. Les habitants dans le bâtiment avaient constaté un grand nombre de fissures, des fissures qui s'élargissaient, ont appelé la propriétaire au secours. Elle est venue, elle a fait le constat avec eux qu'il y avait effectivement danger. Ni la préfecture, ni le ministère n'ont été informés de cela. Et certains des habitants ont commencé par eux-mêmes à quitter, à aller chercher des maisons ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle est venue et elle a baissé les loyers. Elle a baissé les loyers et certains qui étaient tentés de partir sont restés. Jusqu'à l'effondrement qui a fait 6 ou 7 morts, n'est-ce pas? 6 ou 7 morts, vous voyez. Donc, souvent, on est nous-mêmes, j'allais dire, sans mots devant ce genre de situation, mais bon, nous allons continuer. Et vous pouvez voir également le nombre de démolitions. Nous en avons eu une en 2020, une démolition en 2020, 51 démolitions en 2021, et en 2022, 165 démolitions. 165 démolitions.
qui peut être content de démolir la maison que qu'un de nos compatriotes est en train de bâtir? Qui peut être content de faire ça? Donc ça, je ne suis pas content de le faire. 165 constructions. Et certaines souvent à 4-5 niveaux. Certains souvent à un stade pratiquement achevé. Donc vous imaginez l'argent que ces personnes ont pu y mettre. Et tout ça part en fumée parce que le minimum de précautions n'ont pas été prises. Donc je souhaite vraiment que vous puissiez, dans vos rendus, insister sur la responsabilité de celui qui construit, celui que nous appelons le maître d'ouvrage, celui à qui le bâtiment est destiné, celui qui le finance. C'est celui-là qui sait tout sur le bâtiment. C'est celui-là qui est le plus près de la construction qui est réalisée. Personne ne peut être plus responsable que celui-là. Tout cela, heureusement, a permis de commencer, je dis bien de commencer à réduire le nombre d'effondrements. Comme vous pouvez le voir, avant 2020, il y avait un effondrement pratiquement tous les mois. Et c'est ça qui est resté de beaucoup. En 2020, il y a eu 11 effondrements exactement. En 2020, 11 effondrements. En 2021, 2 effondrements. Et en 2022, nous en avons dénombré 3. 3 en 2022. Et les 3, très près l'un de l'autre, puisque c'était mars-avril. Entre février-mars. Entre février et mars, nous avons connu 3 effondrements. Celui de Trècheville, celui d'Angré, le 8e plan dont je parlais tout à l'heure, et puis le 3e, c'était Angré-Château, je crois. Angré-Château, le 3e. Donc 3 effondrements. Et depuis mars 2022, jusqu'à maintenant, je touche du bois, il n'y en a pas eu d'autres. Parce que nous avons intensifié, mais encore une fois, le ministère ne peut pas être sur tous les chantiers, en train de surveiller tout ce qui s'y passe. Il y a des tâches qui relèvent des personnes qui construisent, du maître d'œuvre, de la société qui est chargée de la construction, du contrôle, quand il y a un bureau de contrôle, etc. Quand vous montez un échafaudage, ce n'est pas le ministère qui va venir vérifier cela. Quand vous faites une dalle et que vous mettez des piliers pour soutenir la dalle, ce n'est pas le ministère qui va venir vérifier cela. Et quand l'un de ces piliers cède, comme dernièrement c'est arrivé au plateau, tout le monde, enfin certaines personnes, continuent d'incriminer le ministère. J'ai même lu quelque part que ça montre que les actions mises en œuvre par le ministère ne sont pas efficaces. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur un chantier? Vous faites une dalle qui va faire 100 mètres carrés, je crois, de mémoire. Donc, en dessous, vous avez des poteaux qui soutiennent la dalle. Mais ça, c'est la technicité de celui qui construit. Ce n'est même pas une affaire ça n'a rien à voir avec le ministère. Donc ça aussi, vraiment, je souhaite que vous nous aidiez, quand il y a ce genre de situation-là, à donner la bonne information. Ici, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un effondrement. Une dalle s'est écroulée, peut-être. Si on veut parler bon français, mais ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas un immeuble qui s'est effondré. Donc, dans certains cas, c'est des accidents de chantier. Dans d'autres cas, c'est un pan de mur qui s'écroule, mais ce n'est pas un effondrement non plus. Donc, utilisons les bons termes, parce que malheureusement, quand nous utilisons trop régulièrement ou trop facilement le terme effondrement, nous créons une psychose chez nos concitoyens. Parce que les gens, ils habitent chez eux, ils ont envie d'être sereins dans leur habitation. Ils ont envie de dormir tranquille la nuit. Ils n'ont pas envie tous les jours d'avoir ce risque, en guillemets, d'effondrement. Dieu merci, la plupart de nos constructions, il faut le dire, sont sûres. Tout à l'heure, je vous ai dit, 11 cas d'effondrement en 2020, 2 2021, 3 2022. Mais si je prends 3 2022, c'est 3 sur 20 à 30 000 constructions en cours, en même temps, dans la ville d'Abidjan. En même temps. Donc, nous faisons tous nos efforts, mais c'est comme
Si je prends un exemple connu de tous, c'est comme le transport aérien. On peut faire tous les efforts, respecter toutes les règles d'IATA, etc. Mais sur les millions de vols qui ont lieu dans le monde, malheureusement, un jour ou l'autre, il y a un accident qui peut arriver. Mais c'est pas pour autant criminel, c'est pas pour autant qu'on va incriminer des autorités aéroportuaires ou même des constructeurs d'aéronefs, etc. Donc, nous allons continuer nos efforts. Moi, c'est ce que je peux dire dans la sanction, puisque je vous ai dit, la foi n'étant pas suffisante ici, nous mettons en avant la loi et nous allons poursuivre. En matière de gestion et d'optimisation du patrimoine immobilier de l'État, bon, là, c'est surtout la mise en place de la SONATIE qui reprend les attributions antérieures de la SOGEPIE et celles de la SDPC et de Souberto. S'il y a des questions, on y répondra. Nous avons achevé un certain nombre de constructions aujourd'hui visibles dans la ville d'Abidjan, donc l'esplanade de la présidence de la République, qui est fonctionnelle, le palais des hôtes, qui est totalement fonctionnel, et qui est un magnifique palais des hôtes, l'immeuble de l'administration, initialement c'était l'immeuble de l'administration territoriale, mais maintenant c'est devenu l'immeuble du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est totalement achevé. Et puis, vous pouvez voir les travaux de la tour F qui se poursuivent. Donc, la cage d'ascenseur qui se lève tous les jours, je pense qu'on doit être autour d'une vingtaine de niveaux en ce moment. Au niveau du logement et du cadre de vie, donc dernière étape de cette présentation, logement et cadre de vie, on évoquera surtout l'importante réforme qui a été mise en œuvre au cours de l'année 2022. Donc, je vais juste rappeler quelques articulations. Il y a la transformation de la SICOGI en Agence nationale de l'habitat. Tout à l'heure, s'il y a lieu, on va y revenir. La mise en place du fonds de garantie du logement social. Tout à l'heure, je vous parlais d'effacement de l'empreinte des quartiers précaires et des bidonvilles. Difficile à faire quand on ne crée pas un cadre qui permet à ces populations-là, qui souvent ne sont pas bancarisées, n'ont pas de revenus réguliers, si on ne crée pas un cadre qui permet de le prendre en charge. Bon, donc, le Fonds de garantie du logement social aide, entre autres, à cela. La BHI qui a été recapitalisée et surtout qui est désormais spécialisée sur la matière du financement de la construction et de l'habitat. Donc, elle était un peu une banque classique. Elle était devenue une banque classique. Désormais, l'État a décidé de la ramener à son cœur de métier et lui a mis à disposition des moyens pour lui permettre d'effectuer complètement cette mission. L'instauration d'une taxe parafiscale sur certains matériaux de construction, j'en parlerai au besoin s'il y a des interrogations là-dessus, et le lancement d'un projet pilote par l'État de la construction de 20 000 logements. Et ici, l'élément nouveau, c'est que l'État lui-même va jusqu'à rechercher les financements, puisque pour réussir ce projet, il fallait élargir la base des acquéreurs potentiels. Élargir la base des acquéreurs potentiels, les économistes de la salle comprendront que pour ça, il faut des taux faibles et il faut des durées longues. Et ça, ce n'est pas le marché bancaire classique qui l'offre. Donc, il a fallu que l'État lui-même aille vers certains bailleurs de fonds pour rechercher à peu près 500 milliards de francs CFA qui vont donc être entièrement injectés dans la production en Côte d'Ivoire. S'il y a lieu tout à l'heure, on va également en reparler. Donc, ce programme pilote va concerner la ville d'Abidjan, mais également quelques villes de l'intérieur du pays, Abidjan, Yamoussoukro, Korogo et San Pedro. Donc, Abidjan à peu près 6500, Yamoussoukro 1000, et puis Korogo, San Pedro 500 à peu près. Voilà, il y a un autre programme important qu'il faut mentionner, c'est ce qui s'appelle le programme élargi de logement et d'aménagement foncier, donc le PELAF.
qui consiste à revenir aux bonnes pratiques, aux pratiques qui ont fait leur preuve par le passé, qui consiste à aménager entièrement une parcelle avant de commencer à la commercialiser ou avant de la mettre à la disposition des promoteurs. Donc nous avons commencé avec une première parcelle de 53 hectares à Aoué, sur la route d'Alépé. Et l'objectif, évidemment, c'est de poursuivre ce type de programme et de mettre à la disposition des populations des terrains déjà viabilisés, déjà aménagés. Nous avons achevé tout ce qui est VRD des sites primaires de logements sociaux, donc ces 4 sites qu'on a souvent cités, qui nous ont posé beaucoup de problèmes, parce que malheureusement, au moment où nous arrivions, ils n'étaient pas achevés, et nous avons eu beaucoup de mal à trouver les financements pour les achever complètement. Il s'agit de la cité Ado, derrière la prison civile, il s'agit de Songon, Bencherville et Bassam. Donc aujourd'hui, sur tous ces sites, tout a été mis en œuvre, l'entièreté des travaux permettant leur habitabilité, l'entièreté de ces travaux a été réalisée. Aujourd'hui, il reste peut-être quelques travaux encore au niveau des stations d'épuration, mais c'est des travaux qui n'empêchent pas l'habitation. Et nous sommes à peu près à 30 000 logements en 2022 réalisés, mais comme je vous l'indiquais, l'objectif est aujourd'hui d'accélérer cette production de logements. Tout à l'heure, je vais en reparler s'il y a des questions là-dessus. Je termine par les perspectives 2023. Donc, au niveau du service à l'usager, vulgariser les textes législatifs et réglementaires, renforcer les capacités, déconcentrer le service de la brigade d'investigation et de contrôle urbain, faire en sorte que nous soyons plus efficaces dans le contrôle sur toute la ville d'Abidjan et même dans des villes importantes de l'intérieur du pays, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, etc. Simplifier et informatiser les procédures de traitement des actes du foncier urbain, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. En matière de foncier d'urbanisme, poursuivre la révision du schéma directeur du Grand Abidjan, finaliser les plans d'urbanisme de détail de 4 unités urbaines que j'ai présenté tout à l'heure, poursuivre l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs des chefs-lieux des départements, des 80 localités dont j'ai parlé tout à l'heure, accélérer la délimitation des territoires villageois dans le district d'Abidjan, poursuivre le redressement, la régularisation des lotissements appliqués non approuvés dans les villes de Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est un projet très important sur lequel je ne veux pas m'attarder, mais c'est vraiment l'une de nos priorités aujourd'hui, surtout dans les villes anciennes et les noyaux anciens de ces villes. Renforcer la sécurité, accélérer le processus de délivrance des actes, ACD, approbation de lotissement, en lien avec les acteurs concernés. Toujours en matière de foncier d'urbanisme, achever la phase pilote de titrement massif à Songon, éprouver l'opérationnalité de la procédure de titrement massif, qui est déjà éprouvée, finaliser le système intégré de gestion du foncier urbain, là c'est 2023, achever l'adressage des rues et la pose des plaques dans les quartiers de Trècheville, Marcouri, Koumassi, Port-Roué, Plateau, Adjamé et à Tékoubé Est, au minimum, sinon même Cocody, mais bon, on verra comment avancent les phases préparation et enquête qui sont en cours au niveau Cocody-Benjamin. Réaliser les études détaillées en vue de la réalisation des infrastructures et équipements de base dans les 5 quartiers qui vont être restructurés dans le cadre du PACRA. Rechercher le financement nécessaire à la réalisation des études de rénovation urbaine. Ça aussi, c'est un projet très important, un projet de rénovation urbaine. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place un cadre officiel de gouvernance de ce type de projet, cadre officiel qui peut également servir à tout ce qui est réalisation de villes nouvelles. Bon, c'est donc 2 sujets qui sont proches, mais sur lesquels nous travaillons. Poursuivre la restructuration de l'agence de gestion foncière, donc la GEF. En matière de construction et de maintenance, poursuivre la construction de la tour F, démarrer la réhabilitation de la tour C, achever la réhabilitation de l'immeuble Sebroco. Donc, ces 2 derniers immeubles ont vu leurs travaux pratiquement démarrer. Optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État, s'il y a des questions, on va en reparler. Renforcer le contrôle de construction.
démarrer le projet de surveillance électronique des chantiers de construction dans la ville d'Abidjan. Nous avons ce projet, effectivement. En matière de logement, de cadre de vie, opérationnaliser l'Agence nationale de l'habitat et le Fonds de garantie pour le logement social, poursuivre la purge et l'aménagement du foncier urbain pour la production de logements, poursuivre la réalisation des VRD primaires pour la production de logements, accélérer le programme présidentiel de construction de logements sociaux. Tout à l'heure, et démarrer la phase pilote donc, du programme d'urgence de 20 000 logements. Mais pour les logements sociaux, en réalité, nous devons être capables de passer à un niveau de production de 50 000 logements par an. Par an, j'insiste là-dessus. Nous avons un besoin aujourd'hui de 600 000 logements. Si nous continuons au rythme actuel de 10 000, admettons qu'on porte ce niveau à 20 000 logements par an, nous avons, faites le calcul vous-même, au moins une bonne quinzaine, une vingtaine d'années pour arriver à résorber le déficit. Et j'insiste pour ne résorber que le déficit, parce que ça veut dire toute chose restant égale par ailleurs, que tout le reste ne progresse pas, alors que la démographie va continuer à progresser, que l'urbanisation va se poursuivre. Nous sommes aujourd'hui à 54% de la population de la Côte d'Ivoire qui vit en ville. Nous serons sans doute à 55%, à 60%. Donc, nous sommes obligés d'accélérer le pas en matière de production de logements sociaux. Sinon, nous n'y arriverons pas. Et tout à l'heure, s'il y a des questions, évidemment, je vais y revenir. Voilà, mesdames, messieurs, je vais m'arrêter là. Vous avez pu voir que les avancées sont nombreuses, importantes. C'est pour ça que nous avons eu du mal à réduire cette présentation, parce que nous avons souhaité être un peu complet dans la présentation de tout ce qui est mis en œuvre en ce moment. Notre objectif, je le répète, c'est vraiment faciliter l'accès de tous à un logement, mais également et surtout faciliter l'accès de tous à un cadre de vie qui soit plus agréable. Parce que c'est ce cadre de vie plus agréable qui permettra d'améliorer, comme le souhait du gouvernement, les conditions de vie de l'ensemble des populations ivoiriennes. On le fait pour celles vivant en zone rurale, mais on ne peut pas omettre celles qui vivent en zone urbaine. Je vous remercie et bonne année encore à tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, monsieur le ministre je vous l'avais annoncé, c'est vraiment véritablement le premier grand oral, et vous avez dû le constater. Nous avons, avec le ministre, parcouru toutes les thématiques de notre département ministériel. Alors, à la suite de cette présentation, nous allons, avant d'inviter l'artiste qui nous accompagne ce matin, saluer une fois pour toutes ces patrons de l'organisme professionnel, de presse, des secteurs de communication qui nous accompagnent, qu'on salue, dire à M. le ministre que ces personnalités sont avec nous, saluer M. Patrice Siro, DG du quotidien, le matin, saluer M. Denis Mexan, conseiller spécial de M. le directeur général de la RDI, merci d'être là. Saluer également M. Guillaume Bateau, directeur de rédaction de notre voix. On va dire merci à Mme Salimata Simé Kounaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas compter M. le ministre, on va saluer M. Alafi Wakili, DG du groupe Intelligent d'Abidjan, M. Jean-Claude Koumbali, président de l'UFJCI, qui est avec nous. Et dire merci également au secrétaire exécutif du groupement des éditeurs de presse du Côte d'Ivoire, M. André, on va passer des orationnels. Voilà, M. le ministre, en 1 minute, on va permettre à l'artiste de nous donner quelques notes de sa prévoir, le temps de revenir à l'étape des questions. Bonjour, c'est parti.